Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Vous suivez décryptage doublé de quelques coups de griffe, toujours dans la rigueur et la vérité. Je suis en compagnie de Bédel Baouna. Bédel Baouna, bonjour. Bonjour, Silma Kosso. Bédel Baouna, le Congo, c'est la fiction qui dépasse la réalité. Commençons déjà par l'arrestation de Okombi Salissa. Okombi Salissa, député de l'ECANA, membre de l'opposition, mais député de la majorité présidentielle, a été arrêté il y a quelques jours du côté de Brazzaville. Il était en cavale, dirait-on, sinon il s'était mis en sécurité, selon lui-même, pour échapper aux griffes du pouvoir de Brazzaville. Là, il a été pris. Bédel Baouna, quelles conséquences en tirez-vous? Des conséquences. D'abord pour lui-même, si vous le permettez, cher Silma Kosso. Déjà, avant d'aborder, vous m'excuserez, les conséquences, je voudrais avoir un mot à l'adresse de sa famille. C'est cette situation qui inspire quand même de la pitié, tout en soulignant que M. André Okombi Salissa était un enfant d'une veuve célèbre. Donc, ceux qui le connaissent se reconnaîtront aussi. Des conséquences pour lui-même, d'abord. J'aime bien ce cri d'Agamemnon dans l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Ah, quel Dieu me serait plus cruel que moi-même? Non, je ne puis. Cédons au sang, à l'amitié, et ne rougissons plus d'une juste pitié. Qu'elle vive. Retour en arrière. Monsieur André Okombi Salissa a été milicien il y a 20 ans. Qui dit milicien dit donc violence, exaction. Il a usé de la violence pour parvenir, comme moyen pour parvenir à ses fins. Et aujourd'hui, c'est cette même violence dont se sert M. Sassou pour le punir. De quoi nous n'en savons rien. Ah ben si, Bédel Baouna, on en sait que quelque chose. s'est-il passé pour que M. André Okombi Salissa soit humilié à ce point? La même question aussi qui était valable la semaine dernière sur Paulé Makaya. Est-ce le fameux complot orchestré depuis Libreville par Ali Bongo? Nous n'en savons rien. Pourquoi M. Okombi Salissa avait-il choisi la clandestinité? Tout en sachant que M. Okombi Salissa n'est pas du clan au pouvoir, mais du système au pouvoir. Il a accompagné ce système. Il s'est servi lui-même de la violence. On ne peut pas le zapper. On ne peut pas faire comme si M. Okombi Salissa avait des mains propres. C'est pas un enfant de cœur. Je ne porte pas de jugement de valeur. Oui. Je ne jette pas l'anathème sur M. Okombi Salissa. Cependant, on ne peut pas zapper non plus ce qu'il a eu à commettre comme exaction sur les populations puisqu'il a été milicien. Mais il a toujours accepté, Bédel Baouna. Il a accepté. Aujourd'hui, vous ne révélez rien Donc, aux Congolais qui vous écoutent. Si vous voulez, cette humiliation apparaît du moins pour ma part, comme l'occasion pour M. Okombi Salissa de s'adresser au peuple congolais, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité sur le système auquel il a appartenu et sur le système qui est en train de l'humilier en ce moment, actuellement. Chers amis, à un moment donné, il faudra qu'on arrête ce fameux principe d'amnistie. Non, M. Okombi doit parler, il prend la parole. Oui, chers amis, chers compatriotes, j'ai été milicien, j'ai commis des exactions, j'ai pillé, j'ai fait ceci. Donc, le moment pour moi de vous livrer ma vérité. Les Congolais n'attendent que ça. Mais à quelle occasion, Bédel Baouna, aujourd'hui, il est au domaine de la digesté, à quel moment voulez-vous qu'il s'exprime? Mais s'il a été interpellé, il lui est reproché d'atteinte à la sûreté de l'État. Donc, c'est le moment de dire sa vérité. En quoi menacerais-je la sûreté ou la sécurité de l'État? C'est à lui de dire et, par extension, de parler du système auquel il a appartenu. Il a participé de près au chaos actuel. Il a rompu, certes, mais on ne peut pas aller de l'avant si l'on ne regarde pas dans le rétroviseur politique de M. Okombi Salissa. J'ai de la pitié pour lui, j'ai de la pitié pour sa famille, mais il devra aussi s'expliquer. On ne peut pas zapper ce qu'il a fait comme méfait. Non.
Alors, Bédel Baouna, on ne peut pas, aussi... ferme. On comprend très bien, mais Bédel Baouna, on ne peut pas aussi zapper un article de la Constitution actuelle, c'est l'article 130. Je sais que vous avez boudé cette Constitution, mais aujourd'hui, vous êtes bien content de pouvoir la citer afin de justifier aujourd'hui ou non la situation de M. Okombi Salissa. Cet article 130 protège en fait le député. Il est élu de la République, Bédel Baouna. Aujourd'hui, qu'en dire? Monsieur Sassou est très malin. Vous savez, vous parlez de l'article 130 de la Constitution. Oui. Qui stipule qu'aucun député ne peut être poursuivi parce qu'il bénéficie d'une immunité parlementaire. Mais ce que vous semblez ignorer, cher ami, c'est que dans le 3e paragraphe de ce même article, il est écrit que oui, sauf en cas de flagrant délit. Qu'a fait M. Sassou? C'est d'aller déposer des armes chez M. Okombi comme pour constater la flagrance. Donc il y a flagrance. Donc, cette histoire d'affaires d'immunité parlementaire, c'est du pipeau, c'est rien. Si vous y croyez, c'est tant mieux pour vous. Moi, je n'y crois pas. Et de toute façon, d'ailleurs, M. Sassou n'a pas besoin de passeport diplomatique, d'immunité, ou bien de je ne sais quelle force surnaturelle pour ne pas vous arrêter. Quand il a envie de vous arrêter, il vous arrête. La loi au Congo, c'est M. Sassou. La justice, c'est M. Sassou. La finance, c'est M. Sassou. La politique, c'est M. Sassou. Donc, il fait ce qu'il veut. Vous voyez, il fait ce qu'il veut. Donc, n'en parlons pas. Alors, n'en parlons pas, mais Sassou, le grand Manitou, tel que vous le dites, Bédel Baouna, on se rend quand même compte aujourd'hui que cette situation est assez compliquée, puisque Okombi Salissa est quand même élu de la majorité présidentielle, même si aujourd'hui il est catégorisé à l'opposition, mais il est élu de la famille du PCT, qui est le parti de Denis Sassou Nguesso. Donc là aussi, ça complique quand même les choses. Et d'ailleurs, c'est aussi l'occasion pour les zouaves de la secte PCT de rebondir, de redorer leur blason, de taper du poing sur la table, de reprendre la main sur le clan Sassou. Vous dites, écoutez, il y a un parti, vous avez arrêté l'un des nôtres, nous disons non. Et d'ailleurs, M. Okombi Salissa, je crois savoir qu'il est franc-maçon, un frère de lumière. Donc, c'est à ces frères de lumière aussi de sauver leur frère qui est aux abois. C'est l'occasion pour eux de s'exprimer. Mais des frères de lumière, c'est plus des frères d'obscurité, parce que ces gens-là, ils voient bien comment le Congo est en train de plonger quasiment. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Prenez-nous d'autres exemples. Comme disait Nietzsche, que d'hommes et de femmes se sont empressés vers la lumière, non pas pour mieux voir, mais pour mieux briller. Hélas, c'est ça la difficulté ou bien le problème du Congolais, cher ami. Pourquoi ces frères aussi éclairés ne disent rien par rapport à la situation? Parce qu'ils sont, comment dirais-je, intégrés la chose pour des raisons alimentaires. Ils ont besoin de 4x4, d'une maison climatisée, d'avoir une femme légitime et puis 3 ou 4 maîtresses. Soit dit en passant, je ne comprends pas qu'au XXIe siècle, un homme puisse avoir une femme et 4 maîtresses. Mais c'est le cas au Congo, d'ailleurs, tous les hommes politiques. Donc, pour entretenir, simple parenthèse, un simple trait d'humour, pour entretenir ces femmes au Congo, il faut avoir beaucoup d'argent. Parce que le tissage coûte cher. Vous savez, le carreau light coûte cher, les 4x4 coûtent cher. Donc, tout ça. Donc, il faut avoir de l'argent. Et comment fait-on pour avoir de l'argent au Congo? Puisque dans la mesure où ça soit tout verrouillé, c'est d'intégrer la chose, la lumière, le gouvernement, ou d'applaudir Papa Mokonji, Papa Mokonji à Wuchina, États-Unis, Papa Mokonji à Saliboye, nous suivons Papa Mokonji. C'est ça, cher ami. Donc, il n'y a qu'un seul élément d'analyse pour ce silence observé par les hommes politiques, ou bien les zouaves de la secte PCT, ou bien les zouaves des Lumières. Que devrait faire le PCT concrètement, parce que vous dites que le PCT, enfin, c'est une chose, mais que devrait faire le PCT dans pareil cas? Est-ce que c'est de pouvoir affronter Sassou directement? D'après les informations qui nous parviennent, quelques membres du PCT ont déjà contesté cette arrestation en interne. Mais au VOS. Enfin, mais ça mais maintenant, il faut qu'ils le disent clairement. Mais je peux vous assurer. Vous pensez que Ngolo pourrait le faire? Ngolo est fini. Ngolo, dans quelques jours, quelques semaines à venir, il ne sera plus le secrétaire général de la secte PCT, il s'en ira. Donc, il n'a rien à foutre. Mais quoi qu'il gueule, mais qu'il le dise à la télé, qu'il vienne à la télé s'exprimer, écoutez, je suis du PCT, il est de mon devoir de protéger un membre éminent du PCT, qui plus est, a contribué au retour de M. Sassou en 1997 au pouvoir.
par sa milice. Alors, Donc, Bédel Baona, parlons maintenant de l'opposition, puisque l'opposition aussi a réagi, en fait. Nous avons lu Madame Mounari qui a écrit une lettre au poste de l'Assemblée. Nous avons entendu d'autres personnalités s'exprimer, notamment du côté de l'UPADES. Tati Mabiala s'est exprimé. M. Bouao a eu un moment sur les antennes des RFI. Donc, on voit quand même que l'opposition ne reste pas les bras croisés. Bédel Baona, vous avez toujours accusé cette opposition de mollasson. Or là, on voit des hommes et des femmes se lever pour contester déjà cette situation qu'arrive à l'un de leurs, M. Okombi Salissa. C'est terrible. Enfin, Bédel Baona. L'opposition. Vous savez, le problème du Congo, ce n'est pas tant le problème de la demande politique. Il y a une forte demande politique, je l'ai souvent rappelé ici. Mais c'est l'offre politique qui ne s'avère pas être à la hauteur de la demande. Donc, le problème de l'opposition s'apparente à un homme impuissant. Vous savez, le Congo, c'est comme une belle femme, comme Sharon Stone, Alberi ou Beyoncé. Vous voyez, des belles femmes. Vous pouvez aussi citer des Congolaises. Je peux aussi citer notre sœur Agnès Ounou, par exemple. Aussi citer, ou Destiné Dougaga, Annette Nono Soudan. Voilà, voilà, ce sont des belles femmes aussi que tout homme peut convoiter. Mais écoutez, mais au moment de passer à l'acte, panne totale. Parce que l'opposant politique congolais n'a pas encore su trouver le Viagra politique qui convient pour pénétrer cette belle femme qu'est le Congo. L'homme politique congolais n'avale pas ce qu'on appelle le Munjonjo ou les Nzozanungu, vous voyez, ou bien les Makazu, les Kola, pour s'exciter. Il manque d'excitation. En ce moment, en France, il y a une alerte orange dans plusieurs départements à cause de la météo. Au Congo, il n'y a pas d'alerte orange. Aucune tempête politique ne se profile à l'horizon. Et d'ailleurs, M. Sassou peut dormir sur ses lauriers, peut dormir tranquille, puisqu'il a été traversé par un anticyclone. Vous voyez-vous? Donc, je vous dis que rien ne va se passer. Quand je lis l'interview de Mme Mounari sur un grand site, elle dit, je cite, « On tue au Congo. Personne ne s'en occupe parce qu'on a isolé le Congo, a-t-elle, déplore-t-elle. » Voilà tout ce que trouve Mme Mounari à dire. Je vous avais dit ici qu'il ne se passera rien. Ça fait 10 mois que M. Sassou a fait son coup d'État. Il ne se passe rien. Rien, il ne se passera rien. Il n'y a aucune tempête qui ne se profile à l'horizon. Donc je crois que nous devons maintenant commencer à zapper cette opposition, à non plus parler de cette opposition mollassante. Vous savez, ils ont commis la bêtise de ne pas réagir à l'arrestation de M. Moukoko. Ils auraient dû réagir instantanément. Comment? En appelant soit à l'insurrection, ou à défaut de cette insurrection, c'était de se constituer prisonnier. Remontons le temps vers les années 60, quand Youlou a été interpellé. Où se trouvait Stéphane Tchitchelé, son ministre de l'Intérieur? Nous n'étions pas nés, peut-être, vous et moi. Où se trouvait M. Stéphane Tchitchelé? À l'étranger. Dès qu'il a pris, il est allé. À Maya, au lieu d'aller chez lui, directement à la maison d'arrêt pour rejoindre son président. Non, moi je dois rejoindre. Voilà un homme politique qui a des couilles bien suspendues pour reprendre à la grave. Excusez mes métaphores de ce... On va peut-être bien espérer, là, Bédel Baona, aujourd'hui. De ce côté-là, je pense que... Là, ça se souvient de porter un coup fatal à l'opposition par l'interpellation, l'arrestation et l'humiliation dont est l'objet M. Okombi Salissa. Ce que peut faire l'opposition, tout en sachant qu'elle est désarmée, c'est soit de se constituer prisonnier. Tous, bon, écoutez, puisque c'est comme ça, nous aussi, nous nous constituons prisonniers. Au lieu de venir raconter des foutaises, que voilà, le Congo est isolé. Mais elle veut quoi, Mme Mounari? C'est une femme politique, non? Et elle veut quoi? Ça, c'est la déclaration d'une personne responsable, dire que... Et elle a employé un procédé comparatif, que la RDC et le Gabon sont des pays qui vivent la même situation que le Congo, mais pourtant la presse internationale, la communauté internationale a un œil sur ces pays. Mais pourquoi pas sur le Congo? Mais c'est à elle, la femme politique, d'analyser, de nous fournir les raisons pour lesquelles le Congo est isolé, ou bien il y a un silence sur les massacres que M. Sassou est en train de perpétrer au Congo. Donc, il doit tout faire
de réagir autrement. Outre Monari, il y a aussi M. Tchatima Biala, votre grand frère que vous aimez bien, le patron du PADS, qui s'est aussi exprimé. Il a fait une déclaration demandant à la justice congolaise, un communiqué de presse, demandant à la justice congolaise de juger en toute équité M. Okomi Salissa. Donc vous voyez là quand même que finalement, il reste dans le respect du droit en tant qu'opposant républicain et responsable, Bédiel Baouna. C'est le signe d'un grand tocard, vous savez. Vous savez, même si, c'est quand même l'un des premiers partis du Congo. Le quintet de Vincent de samedi, oui. Ce sont des favoris qui sont arrivés. Mais là, lui, je ne pense pas qu'il ait pimenté les rapports de ce quintet-là, s'il vous plaît. Monsieur Tchatima Biala, chef de parti, pond un communiqué de presse. C'est à la mode désormais le communiqué de presse au Congo. Tout le monde pond des communiqués. Au Congo, aussi on pond maintenant, alors qu'avant il faisait des déclarations intempestives, mais maintenant il envoie des communiqués. Et que dit-il dans ce communiqué? Il ne condamne pas la manière dont M. Okomi Salissa a été arrêté. Non, il zappe tout cet aspect pour n'aborder que, comment dirais-je, pour verser dans la flatterie. Il flatte Sassou. Il dit que, Monsieur le Président, nous vous demandons de créer les conditions de la décrispation. Aucun mot sur la manière dont Okomi a été arrêté. Non, rien. Et il demandait un procès. Mais la justice existe-t-elle au Congo? Il le sait pertinemment, lui, en tant que responsable politique. Donc, quand je dis, voilà le retour du tocard, voilà, heureusement que le quintet de samedi n'a pas eu de tocard, hélas. Ah ben, Bédiel Baouna, un tocard peut-être que vous avez toujours qualifié, c'est M. Okongakala, le procureur du truand. Vous l'avez qualifié, qui n'avait de moderne que son éclaircissement de teint. Il s'est aussi exprimé il y a quelques jours à propos de M. Gilles Fortuné Dombé. Aujourd'hui, après les politiques, c'est la presse qui est en train de prendre un coup. M. Dombé a été exhibé, comme nous l'avions vu, à propos de Paulin Makaya, à la presse congolaise, expliquant comme quoi c'est lui qui serait le complice de Ntoumi, qu'il serait à l'origine, en fait, d'une interview, encore qu'il a relayé le message de vœux de M. Ntoumi. On se demande, Bédiel Baouna, finalement, qui fait quoi au Congo? Qui fait quoi? Ah là là, Monsieur Okongakala, est-ce qu'il pourrait se taire un jour ou bien disparaître à jamais? Parce que, franchement, il donne la nausée. Attends, accuser quelqu'un tout en brandissant la une du journal. Oui, c'est la une du journal. En disant que vous avez écrit ça, vous avez relayé les vœux de M. Ntoumi, mais M. Ntoumi n'est pas vœu. Comme si, pour M. Okombi, pour M. Okongakala, seul un président de la République avait le droit d'adresser ses vœux à ses compatriotes. Mais c'est pathétique. C'est incroyable. C'est incroyable. Et son ami, le grand tocard, aussi un autre tocard, Philippe Mvo, qui confond communication et information, qui confond communication et journalisme, lui, qui accuse aussi le journaliste Gilles Fortuné Ndombe d'avoir insulté Sassou dans son article intitulé « Sassou est rentré des États-Unis, la queue entre les jambes ». Comme un chien, il faut préciser aussi. Mais comme un chien. Mais, attendez, je ne vais pas enseigner le français à M. Philippe Mvo, puisqu'il écrit des livres. Cette expression, ce groupe nominal, ce syntagme nominal, c'est une métaphore, non? Je ne vois pas où est l'insulte dans cette phrase. C'est une image. Alors, où il a fait des études, où il ne connaît pas. Mais si on vous explique, c'est une injure à la personne morale qui est la présidence de la République. Vous imaginez... Il n'y a que lui, mais il est dans la flatterie comme ses amis de l'UPADES, les Okongakala. Il est tout le temps dans la flatterie. À quoi il sert? Est-ce que la presse congolaise existe vraiment en tant que telle au Congo? Vous lisez la presse congolaise? Vous la lisez? Bédiel Baouna, parfois j'abîme mes yeux. Donc, vous avez tout compris. À quoi il sert, je ne sais pas. Sinon, à profiter de quelques circonstances favorables pour se faire important. Voilà, il vient à la télé, il écrit un truc, voilà, nous interdisons définitivement Tetalassa parce que le directeur de publication aura pondu un article diffamatoire. En quoi le titre de cet article est-il diffamatoire? Et pourquoi la presse congolaise ne réagit pas? Parce que, notamment... Je viens de vous le dire. Oui, je viens de vous le dire. Qui est journaliste au Congo au sens noble du terme? Bédiel Baouna, vous Tout avez le monde, ce sont des turiféraires patentés. Bédiel Baouna, vous avez quand même une grande rédaction qui est aux Dépêches de Brazzaville. Mais les Dépêches de Brazzaville sont en faillite. Mais c'est devenu une constellation de superficialité, comme je l'ai lu dans un article. Une constellation d'à propos, d'approximation. Des phrases boiteuses qui parlent
partent de Matour à Tarangaï en passant par Bourreau et Bakongo, Kokomiso. Oh là là, les dépêches. Vous savez, mais lundi dernier, ils ont fait... On reviendra sur les dépêches, mais juste pour dire aujourd'hui, pourquoi la presse congolaise ne réagit pas? Parce que dans d'autres pays, cette une serait reproduite en fait quasiment dans tous les journaux pour faire face, parce que là c'est quasiment une atteinte à la liberté de la presse. Oui. Mais personne n'est là, parce que le pouvoir a plus de moyens de corruption que la presse de l'opposition. Ils ne peuvent pas. Ça, je peux le comprendre aussi. Mais pourtant, dans l'opposition, il y a des milliardaires, des gens qui ont pillé. Un journaliste, ou bien qui n'a pas froid aux yeux, devrait écrire des articles. Ils sont obligés même d'aller à Kinshasa, même de traverser le fleuve. Ils pondent un article là-bas sur leurs collègues de Kinshasa. Ils devraient le faire. Manque-t-il d'imagination? Je ne pense pas. C'est parce qu'ils ne sont peut-être pas bien inspirés et que chacun s'accroche à ses prébendes, comme on dit. Voilà, Bédel Baouna, merci pour cette transition. Quelqu'un qui était bien inspiré, c'est M. Calixte Nganongo, donc le ministre des Finances du Congo, qui a lancé en fait un emprunt obligataire au début du mois de décembre, en fait, pour que le Congo puisse récolter 150 milliards de CFA. Or, la manne est tombée du ciel, on a eu plus que ça. Par surprise, on se rend compte que finalement, les ministres congolais eux-mêmes ont participé en fait à cet emprunt, ce qui expliquerait peut-être qu'il y ait autant d'argent qui soit rentré dans les caisses du Congo. Bédel Baouna, quel commentaire peut-on en faire? Quel commentaire? Il faudrait que M. Mungala nous dise qui sont ces banques et ces ministres qui ont souscrit à cet emprunt obligataire. Enfin, n'accusez pas dès l'instant où M. Mungala dit que les ministres ont souscrit, comme pour donner l'exemple, il y a déjà conflit d'intérêts, cher. C'est un conflit d'intérêts. Oui, au Congo, nous sommes bien dans la logique du désordre, des conflits d'intérêts. Si un ministre veut aider son pays, d'incongruité. Je comprends très bien, mais si un ministre veut aider son pays, pourquoi ne contribuerait-il pas? Mais d'où a-t-il tout? Mais il pourrait être aussi dans un procès jugé parti. A contrario. Non? Puisque c'est ça. Mais d'où a-t-il trouvé l'argent, ce ministre-là? Moi, je parie que les 192 milliards, ce ne sont pas les banques dont il nous a parlé. Les banques sont même à peine, il y a à peine 12 banques au Congo. Mais on ne nous a pas dressé la liste de ces banques qui ont souscrit à cet emprunt obligataire. C'est un emprunt au niveau d'Afrique centrale, mais attardons-nous sur le cas des ministres. Un ministre n'a pas à souscrire à quelque chose qu'il met lui-même, par exemple. C'est comme si un ministre, pour renflouer l'État, vendait un bien, mais qu'il rachète lui-même, par l'argent de ce même État. C'est là où ça devient du blanchiment d'argent, cher ami. Il y a plus de suspicion dans cette affaire de blanchiment d'argent, c'est-à-dire un ministre a volé des milliards. Bon, comment blanchir cet argent? Mais c'est en souscrivant à cet emprunt obligataire. Donc ça veut dire même les prêts des banques étrangères, nous ne savons pas le pédigré de ces banques ou bien le pédigré de ces prêts. Ça peut être aussi l'argent volé au Congo, caché dans une banque à l'étranger et qu'on fait revenir. C'est de la magouille. C'est de l'arnaque, c'est du blanchiment d'argent. Et c'est une faute. Alors, il faut quand même dire que ça s'est fait en 15 jours, hein, quasiment en 15 jours. Le Congo avait rassemblé autant d'argent. Il faut qu'on nous dise les noms, qu'on nous cite les noms de ces ministres qui ont souscrit à cet emprunt. Sont-ils devenus milliardaires en combien de temps? Au Congo, vous avez beau travailler 1000 ans, vous ne pourriez pas disposer d'un milliard. Sauf si vous êtes un voleur, comme le cas du ministre. C'est votre ami que j'ai découvert récemment et que je commence à estimer, M. Ongos Ngambe, qui a dit que lequel gouvernement? De Clément Mwamba, mais c'est le gouvernement des affairistes. Exactement. Beau constat, cher ami. C'est quand même bien que vous ayez une pensée aussi noble pour Ongos Ngambe, ancien président. Au moins, il a dit les choses. Oui. Au moins, sur ça, je suis d'accord avec lui. Et d'abord, donc pour vous, cet emprunt obligataire et l'argent... C'est de la magouille, c'est de la magouille. Le blanchiment, c'est que du bluff. Tant qu'on ne nous a pas dit qui a souscrit, et qui est-il, d'où a-t-il trouvé cet argent-là? Cher ami, les suspicions entoureront toujours cet emprunt obligataire. Nous sommes bien au pays de la magouille, du franc CFA. Et voilà, le franc CFA qui arrive maintenant. Or, Bédel Baouna, vous le savez très bien qu'il y a aujourd'hui un front
franc CFA qui est mené par un homme qui a été un grand activiste ici à Paris, Sissemi Keba, qui aujourd'hui parcourt les capitales africaines pour expliquer qu'on devrait sortir du CFA. Il y a eu un week-end spécial, c'était celui du le week-end dernier, pardon, du 7 janvier, en fait, où il y a eu des conférences quasiment dans plusieurs capitales africaines, même au Congo, en fait, incitant les uns les autres à réfléchir pour sortir du franc CFA Bédiel Baouna, puisque les francs CFA devraient ou est en train aujourd'hui de plomber les économies africaines. Bédiel Baouna, qu'en dites-vous? Cela est parti, je crois, du discours d'Idriss Déby à N'Djamena le 15 août 2015, quand il a étrié le franc CFA. Depuis, le mouvement commence à s'amplifier. Si vous voulez mon avis, un commentaire, pour ma part, je peux comprendre que l'on étrie l'arrimage du franc CFA à l'euro avec une parité fixe. C'est-à-dire, quand l'euro monte, le franc CFA aussi, son taux aussi, est surévalué en quelque sorte. Ça peut pénaliser les importations. Ça, je peux le comprendre. Mais que l'on me dise à moi que le franc CFA empêche l'émergence de l'Afrique, non. C'est une incantation, c'est une magouille, c'est une diversion. Je ne peux pas. Ça, l'accepter. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas la monnaie qui fait un État, qui fait l'économie d'un État. C'est la productivité et la compétitivité. Le Zaïre de Mobutu est un pays francophone, avait sa propre monnaie, le Zaïre. Le Zaïre, pour autant, est-il développé? Où en sommes-nous? Non, je crois qu'ils sont à côté de la plaque. J'ai vu à la télé, mon ami, même sur Facebook, mon ami géostratège et panafricaniste Bambenga Kosso, qui trie maintenant sur son nouveau combat, le franc CFA Mabé, le franc Oyoza Bienté. Non, il faut arrêter d'en fumer les gens ou de faire perdre du temps aux gens. Le problème de l'Afrique demeure la corruption. Au Congo, il peut y avoir la monnaie congolaise, ou bien le sassou euro, ou bien le sassou, par exemple une monnaie, sassou congolais, un sassou congolais. Enfin, tant qu'il y aura des vautours. Essayons d'abord de convertir le problème, congolais en euros. Le seul problème de l'Afrique qui empêche l'émergence, c'est la corruption. Je détache mes syllabes, cher ami. Le seul combat qui vaille la peine d'être mené, c'est la lutte contre la corruption. On a beau créer une monnaie congolaise, les ventrus, les ministres qui portent des tissages, qui s'éclaircissent la peau, qui roulent dans les 4x4, voleront toujours. J'ai appris qu'un certain directeur de la CNPC a été victime d'un vol chez lui de plusieurs milliards de francs CFA. Toi, as-tu trouvé cet argent? Maman Nangaye, comme dirait ma mère. Comme dirait ma mère, c'est incroyable. Mais, cher ami, tant qu'il y aura la corruption, l'Afrique est vouée aux ténèbres. Alors, l'Afrique ne verra pas le bout. Quelle serait la convertibilité du sassou? Un euro pourrait faire, par exemple, 1000 sassous. ou bien 1000 Jean-Jacques Bouya. Oui, on peut aussi créer une monnaie Jean-Jacques Bouya. Ou bien une monnaie Arlette Nono. Arlette, voilà. Un nono égale à 2 sassous. Et égal pour les convertir en euros. Oui. Un nono égal à 2 sassous, ça veut dire quoi exactement? Ou bien 2 sassous, voilà. Papa Mokonzi, Yann Messa la billet, Moussou Yamona, Yamalumalu, Yango Yawe. Na elonge Papa Mokonzi na Kachukuna. Donc, mais merci qui a, merci Papa Mokonzi ko, Mbongo ya Donc, un sassou peut valoir 10 bouillas ou 5 nono. Oui, 10 bouillas. On peut faire une monnaie à l'effigie de Sassou ou de Jean-Jacques Bouya, le milliardaire, ou de Gilbert Ondongo. Des gens qui sont venus comme ça, là, pour politique, juste pour des milliards, voilà, pour plomber, voilà, pour cadoter, et puis entretenir les maîtresses. C'est ça, c'est tout. Donc le problème du franc, soyons sérieux, trêve de plaisanterie, le problème du franc CFA, oui, on peut débattre de la parité fixe avec l'euro, ou bien de cet arrimage à l'euro. Mais l'argument qui consiste à dire que le franc CFA, il a été créé, figurez-vous bien, le 25 décembre 1945. Le 25 décembre 1945. Donc, ce qui fait aujourd'hui, parce que bientôt ce sont 12 ans. Donc, en 72 ans, c'est maintenant seulement que les consciences se réveillent. Enfin, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais arrêté. Il n'est jamais trop tard, mais il faut quand même dire aussi que donner une autre monnaie au gouvernement, tant qu'il y aura M. Sassou et ses amis voraces, cupides,
il n'y aura rien. Alors, évidemment, on a vu quand même au Zimbabwe, M. Mugabe qui avait sa propre monnaie, et aujourd'hui il était obligé d'adopter le yuan. Ah, donc vous avez tout compris. Voilà, donc ça signifie quand même vous avez tout, que le problème, oui, problème n'est pas la monnaie. Vous avez tout compris. Donc le problème, qu'est-ce qu'on peut dire la monnaie ne fait, non, la monnaie ne peut pas faire l'économie. Ce qui fait l'économie, c'est la productivité et la compétitivité. C'est l'exportation. Le Congo exporte quoi? Vous me direz le pétrole et le bois. Et le bois, c'est tout, mais ça ne suffit pas. Et quand il y a baisse du prix du baril de pétrole, vous plombez, comme c'est le cas actuellement. Mais allez au Nigeria. Au Nigeria, il y a des usines qui fabriquent même des ampoules, même des micros. Il y a tout. Le Congo, à l'époque, on sait, je crois qu'il y avait des usines, même sur les allumettes, ce qu'on appelait fofolo, le fofolo. Il y en avait, il n'y en a plus. Monsieur Sassou, en 50 ans de règne, aucune usine. Aucune. C'est l'incurie. C'est voilà, c'est là. C'est accuser les gens à tort et à travers. C'est enfermer, c'est embastiller. C'est tout ce qu'il sait faire. Quand il s'agit de défendre son fauteuil, là, il est méchant. Mais quand il s'agit de donner du pouvoir d'achat aux populations, zéro mokaté. Zéro mokaté pour Sassou, mais je ne pense pas que ce soit aussi Bédel Baona pour Madame Zuma, en fait, qui est en train aujourd'hui de lorgner sur le fauteuil de la ANC. Quand dites-vous déjà, quand on voit ces femmes aujourd'hui qui se lèvent en Afrique, notamment en Afrique du Sud, avec un vieux parti centenaire comme la ANC, est-ce que vous pensez que c'est une succession qui serait dramatique pour le pays et pour le parti Bédel Baona? Je ne sais pas, cher ami, pourquoi vous employez l'adjectif dramatique. Elle est déjà, l'ANC nous traverse déjà un trou noir depuis longtemps. Depuis que M. Jacob Zuma a pris la tête de l'ANC et qu'il est devenu président, l'ANC est devenu un champ de ruines. Il est même malmené par le dissident là qui a été créé son propre parti, le jeune homme Malela ou Malewa, je crois. Mais l'ANC. Mais revenons à Mme Zuma. Elle est actuellement la présidente de la Commission de l'Union africaine. Elle a été incapable. Elle a été incapable d'impulser une philosophie ferme. Ce qu'elle a condamné au Burundi, elle ne le condamne pas au Congo. Ce qu'elle condamne ici, c'est 2 poids, 2 mesures. C'est des critiques à géométrie variable. Et elle a vite fait de renoncer à un second mandat pour aller se présenter parce qu'elle lorgne la présidence de l'Afrique du Sud pour remplacer son ex-mari, M. Jacob Zuma, lequel a détruit l'héritage de Nelson Mandela. Alors que, et lui-même, Jacob Zuma, un grand farceur, un fumeur, un voyou, tu vois, qui a vite fait de chasser M. Thabo Mbeki parce qu'il avait fait des promesses énormes. Et qu'a-t-il fait? C'est d'exhiber surtout ces 4 femmes. Au XXIe siècle, comment un homme peut-il avoir le temps de satisfaire 4 femmes? Je me le demande, bravo à lui. Vous parlez des Munjonjo tout à l'heure. Mais le Munjonjo, c'est pour une femme, ouais. Le Munjonjo et les Zozan, ça c'est pour satisfaire une seule femme. 4 femmes, bon, enfin, je ne sais pas. Il faut être costaud quand même. Est-ce qu'il a le temps de lire? Il a détruit. Est-ce qu'il a le temps? Mais un homme, ça doit lire. Un homme, ça se rase. Un homme, ça pense à la sape, à une belle veste, voilà. Et Paul, il a toujours été bien sapé, M. Zuma. Non, ça c'est une plaisanterie. Oui, oui. Mais un homme, ça ne peut pas s'éparpiller chez les femmes. 4 femmes, c'est trop. Qui plus est, un président de la République. Bon, trêve de plaisanterie là encore. Mais M. Zuma, qu'a-t-il fait? Il aura été le pire président jusqu'à présent. La période post-apartheid, il a été le 3e président. Nelson Mandela, Thabo Mbeki et puis lui. Il a été d'une médiocrité foncière. Mais il a été pathétique, pitoyable. Et maintenant, il va tout faire pour passer le flambeau à son ex-épouse, laquelle a été incapable de diriger comme il faut la Commission de l'Union africaine. Voilà. Des arrivistes comme ça, des gens pressés. Et donc, elle était allée à l'Union africaine juste pour se faire la carrure d'une présidente, d'une future présidente de la République. C'est pas parce qu'elle est femme, qu'elle est une femme, que je l'étrie, loin de moi, des idées sexistes ou bien massistes. Ah non! Elle a été ministre des Affaires étrangères. Elle a peut-être été compétente à ce moment-là. Mais désormais, le peut-être fait en trop. Il lui eût fallu qu'elle laissa un bon souvenir à la tête de l'Union africaine. Là, rien. Ce qu'elle a critiqué M. Nkurunziza. Pour M. Sassou, non. On nous a dit qu'elle a claqué la porte au moment des Jeux africains. Mais il fallait qu'elle lui dise que M. Sassou, vous êtes un magouilleur, vous êtes un menteur, vous êtes un grand farceur, vous êtes un grand assassin. Elle ne l'a pas dit. Elle n'a pas dit. Elle s'en va, qu'elle s'en aille. Et
j'espère qu'elle sera battue lors de la prochaine élection présidentielle en Afrique du Sud. Voilà, en attendant la défaite de Mme Zuma, Bédiel Baouna, revenons maintenant à un instant partenaire, puisque cette émission désormais est réalisée en partenariat avec le site entrecongolais.com. Bédiel Baouna, vous avez parcouru ce site déjà. 2 articles ont retenu votre attention. D'abord, avant qu'on arrive à notre confrère, les dépêches de Brazzaville, on va déjà évoquer la Cour constitutionnelle qui s'est exprimée en fait. Le président Auguste Luki a fait ses vœux d'une manière assez pompeuse, avec des déclarations un peu bizarres. Vous l'avez entendu, Bédiel Baouna, qu'en avez-vous retenu et surtout qu'est-ce qu'on en dit dans le site entrecongolais.com? En l'écoutant l'autre jour sur Télé Congo, j'ai failli boucher mes oreilles. Il dit que les élections législatives et sénatoriales à venir, donc dans quelques semaines là, seront régulières. C'est déjà un aveu de magouille. Cela signifie que la précédente élection a été irrégulière. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. On ne me dira pas que c'est M. Baouna qui a inventé. Non, c'est lui-même. Que les élections seront régulières. Cela sous-entend que l'élection passée n'a pas été régulière. Voilà. Un gars, il a été pathétique, cher ami. Les dépêches de Brazzaville et Bédiel Baouna sont dans une situation critique financièrement. On a du mal à gérer les salaires. Comment est-ce qu'on peut expliquer alors que nous savions que les dépêches quand même abondaient au trésor public congolais? Mais quand j'ai découvert le montant que doit le quotidien aux impôts, 200 millions de francs CFA, je me dis, mais par rapport à quelles recettes? Ce que personne ne lit à Brazzaville, les dépêches de Brazzaville, à part les gens du pouvoir. Moi, quand je me promène dans Brazzaville, les gens, vous voyez, ils prennent les dépêches, les vendeurs de Ngouba, d'arachide. Ils emballent le sucre et les dépêches. Personne ne le lit. Parce que c'est devenu un espace. Mais les dépêches sont devenus un espace de foutaise, d'approximation, de superficialité, de légèreté. Il y a quoi là dans le dépêche? Qu'est-ce que vous y trouvez, vous? Il y a quoi? Donc, quand lundi dernier, je crois que c'était le 9, quand le tout-puissant directeur des impôts, qui a un point commun avec moi, le bégaiement, enfin, le tien est beaucoup plus prononcé que le mien, a fait une descente là-bas aux dépêches pour faire fermer carrément l'entreprise. Parce que 200 millions, c'est énorme. C'est quand même osé, Bédiel Baouna, quand on sait que le dépêche, le rédacteur en chef des dépêches, dépêches, maintenant, on a connu la guerre ici à Paris pour le pouvoir à la librairie Galerie Congo, la guerre Pigas-Mpili. Maintenant, c'est la guerre peut-être Pigas et Ngakoso, tout en sachant que les deux sont proches de M. Sassou. Bon, qui va gagner? Je ne sais pas. Voilà, en attendant que nous sachions le victorieux de ces guerres évoquées par Bédiel Baouna, on va terminer, Bédiel Baouna, déjà par des moments que vous adorez, en fait. Ce sont les livres. Voilà, vous êtes un grand lecteur, vous suivez, en fait, les sorties au niveau de Brazzaville, mais vous tenez aussi au courant de ce qui se passe ici, du côté de la France et des États-Unis. Qu'avez-vous, en fait, Bédiel Baouna, à nous parler aujourd'hui? Oui, j'ai lu quelques livres. Le roman d'Emmanuel Dongala, que j'ai oublié d'emmener, une sonate à Bridgetower, est tout simplement une merveille. Sinon, peut-être... Vous l'avez souvent évoqué, en fait. Oui, je l'avais évoqué. Parmi les trois... Oui. Dongala, c'était un écrivain accompli, mais un déluge de phrases périodiques, de l'anaphore coréférentielle, associative, c'est du grand art. Vous voyez, l'histoire, c'est un noir, petit-fils d'esclave de la Barbade, Frédéric d'Augusta Bridgetower, qui nourrit de grandes ambitions pour son fils Georges, violoniste prodige, fantasque et roublard même. Et puis il l'aide à se produire à Paris en 1789, en pleine Révolution française, à l'âge de 9 ans. Ça ne vous dit rien? On dirait Mozart. Oui. Voilà. En tout cas, Emmanuel Dongala, dans ce roman, nous fait revivre, comment dirais-je, avec maestral l'incroyable destin de Georges Bridgetower. Je m'attendais peut-être à parler du Congo. Non, il a finalement changé. C'est ça aussi la capacité de l'écrivain à aborder d'autres sujets beaucoup plus universels.
chapeau à Emmanuel Dongala, que j'aurai l'occasion d'ailleurs bientôt d'interviewer. Quelqu'un que vous appréciez avec Mabanko et Sondé. Exactement. Quelqu'un que vous n'appréciez pas vraiment malgré son talent, c'est M. Nzombo, puisque vous le citez très rarement. Je vois que... C'était juste pour rappeler. Je vais vous présenter un deuxième roman que j'ai lu. Oui. C'était vendredi. De Philippe Moukoko. Comme c'est beau, la France, de Philippe Moukoko, qui est avocat à Montpellier. Alors, le titre est trompeur. Hein. Comme c'est beau, la France, en fait, il y a quelque sorte de l'ironie. Donc, c'est l'histoire de Billy X. Enfin, ne nous en dites pas tout, puisqu'on va le recevoir. Oui, on le recevra sur le plateau. Monsieur Moukoko devrait venir ici. Il viendra en parler lui-même. Et là, nous aurons à débattre du style de la construction. D'ores et déjà, il est au courant. Mais juste un extrait pour vous dire que il y a un point aussi qui m'a plu, et ce sera le seul que je donnerai, le seul élément. Il écrit comme Dostoevsky, vous savez, chronomètre à la main. C'est-à-dire c'est une procession d'adverbes de temps. C'est-à-dire chaque paragraphe, il faut toujours qu'il emploie un adverbe de temps. Écoutez, séquence. 2 jours plus tard, je suis parti à Château-Rouge pour mener mon enquête. C'était un samedi après-midi, par temps froid. Eh bien, ce que j'allais entendre là-bas sur Billy X, c'était tout sauf ce que je pouvais imaginer. Disons que cet après-midi-là, la configuration du marché de Château-Rouge m'a surpris. Certes, j'en avais déjà entendu parler à Pointe-Noire, dans les chansons de la rumba congolaise. L'idée que je m'en faisais à l'époque était que ça ressemblait à un château du Moyen-Âge, aux façades en pierre rouge, abritant une cour intérieure convertie avec le temps en marché à ciel ouvert. Je me trompais. Quand je me suis retrouvé dans une petite allée surplombée par des immeubles de couleur blanche, j'ai vu un jeune maghrébin, cigarette enfoncée dans la bouche, bonnet noir sur la tête. Je lui ai demandé de m'indiquer les chemins du marché Château-Rouge. « Vous y êtes, cousin » m'a-t-il dit. J'ai regardé autour de moi et j'ai lancé tout dessus. « Ah bon? C'est ça Château-Rouge » J'avais l'impression d'être dans un endroit connu. Eh oui. Nous recevrons M. Philippe Moukoko dans les jours à venir. Nous parlerons de l'architecture de ce roman, de la construction et du style. Et là, je vous dis, chers amis, qu'il y aura du feu. Matière. J'ai dit. Voilà, merci Bédiel Baouna. De rien, cher Sir Makassi Makosso. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi donc Décryptage avec Bédiel Baouna, toujours dans la rigueur et la vérité. Merci à Noko Mungakoso, à vous aussi toujours aussi nombreux. Partagez ces moments avec nous. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Au revoir.